Oui, bonjour. Alors, j'ai fouillé mes messages, là, j'ai vu que j'ai reçu de nombreuses insultes parce que j'ai dit que on ne peut pas faire entrée express quand on est étudiant. Hein? Oui, ben en réalité, j'ai focalisé ma réponse. Vous avez aussi un peu raison. En dehors de ceux qui disent des insultes grossières, là, bon, je peux me tromper, je peux ne pas connaître, ça c'est humain. Hein? Vous allez même chez le médecin. Vous le renvoyez dans son livre quand vous posez une question. Mais ici, en réalité, ce jour, j'ai compris la question et j'ai focalisé mes réponses sur les travailleurs qualifiés, sur la catégorie de l'expérience canadienne. OK, donc mon esprit n'était que sur la catégorie de l'expérience canadienne. Et dans la prochaine vidéo, le lendemain, je crois que quand j'avais fait le direct, j'étais revenu dessus. Pour dire que, en effet, moi j'ai plus pensé à ceux qui ont étudié au Canada. Pendant qu'ils étudient, ils n'ont pas d'expérience au Canada et ils font cela dans la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, en réalité, vous pouvez aussi faire, oui, vous pouvez faire entrée express avec votre expérience professionnelle acquis de l'étranger. Hein? Donc, moi, je percevais simplement quelqu'un dont on dit qu'il est à l'école et il est en train d'étudier et que tout de suite, il veut prendre les expériences qu'il a eues pendant les vacances ici ou pendant ses stages d'école pour faire entrée express. C'est beaucoup plus dans ce sens que j'ai vu. Alors donc, ne me jetez pas les pierres. Hein? Et je crois que je m'étais repris dans les prochains lives. C'est ça. Hein? Et lorsque vous êtes au Québec, vous ne pouvez pas faire le programme de l'expérience québécoise. Ça, c'est certain. Pendant que vous êtes encore étudiant. Si vous l'avez fait et que vous avez réussi, non, ça veut dire que l'agent n'a pas bien fait son travail, selon la loi, la catégorie de l'expérience québécoise qui a été arrêtée récemment. Vous ne pouvez pas le faire. Entrée express, oui, j'ai répondu de façon globale que vous avez encore le statut d'étudiant. Parce que je pensais à la catégorie de l'expérience canadienne, de volet de l'expérience canadienne dans Entrée express. Je ne pensais pas à la possibilité où des gens viennent, ils ont déjà des diplômes et l'expérience dans leur pays. Dans ce sens, oui. Et je m'étais repris dans les lives qui revenaient. Hein? Et ceci n'est pas pour dire que tout ce que je dis peut être vrai. Je peux me tromper, évidemment, reprenez-moi. Hein? Donc, c'était simplement ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Bon, pour ceux qui viennent simplement avec les injures, on dirait que vous cherchez des occasions. Hein? Moi, je viens vous aider gratuitement. J'ai étudié pour ça. J'ai étudié pendant très longtemps et je pratique cela depuis beaucoup d'années. Et lorsque je me trompe, il y a des gens d'ailleurs avec qui je discute doucement et qui sont plus polis de dire que je me suis trompé. Donc, inutile de dire que vous êtes un incompétent. Lorsqu'on manque même une question sur 500 ou sur 2000, vous ne venez pas dire que je suis incompétent. Donc, ça c'est un peu l'insulte. Donc, la personne qui me dit ça n'importe comment, là, je le bloque récemment. Je le bloque désormais. Il faut que ce soit clair parce que moi, j'ai le plaisir de venir aider les gens gratuitement. Hein? Je ne vous demande pas de payer 200 $ dans un live pour répondre aux questions. Je ne vous demande pas ça. Donc la prochaine fois, quelqu'un va avec l'impolitesse, là, je peux me tromper. Allez-y avec la politesse, on va discuter. C'est un débat intellectuel. Hein? Et le fait d'être consultant ne garantit pas qu'on connaît tout. Moi, je connais des gens qui ne sont pas ingénieurs informaticiens, qui n'ont pas fait maintenance informatique, mais qui peuvent battre des gens qui ont étudié à l'école informatique. Hein? C'est ça. Hein? Il y a des grands hackers là, et des grands fraudeurs là, qui n'ont jamais été à l'école pour l'informatique, hein, mais qui défient tout le monde. Donc, dites-vous que je peux même d'ailleurs me tromper, mais je vous ai dit, je pensais évidemment à l'expérience canadienne. La catégorie de l'expérience canadienne, c'est impossible. Vous avez un visa, vous devez finir vos études et acquérir l'expérience ici. Mais pourtant, il y a cette autre catégorie, c'est vrai. Il y a d'autres catégories et d'autres programmes qui admettent des étudiants et d'autres qui n'admettent pas. Pareil que quand vous vous mariez, vous pouvez abandonner les études et avoir votre résidence permanente. Lorsque vous avez votre résidence permanente, lorsque vous êtes parrainé. Donc, c'est exactement ça. Donc, ne vous gênez pas à faire des critiques. Les critiques doivent être constructives. Hein? Mais je vous ai dit des circonstances dans lesquelles j'ai dit de façon très globale que oui, vous ne le ferez pas. Parce que, évidemment, vous ne ferez pas le programme de l'expérience québécoise. Vous ferez entrée express, mais pas dans la catégorie de l'expérience canadienne. C'était exactement ça. C'était une mise au point et je vous remercie. Bon, voilà, ça c'est juste pour un petit rappel. J'ai vu un commentaire où quelqu'un dit, dans ma vidéo, moi je disais que lorsque vous arrivez à l'aéroport, on ne va pas, votre demande d'asile sera absolument reçue, hein, et on ne veut pas vous refouler à l'aéroport. Donc il y a quelqu'un qui dit qu'on peut refouler à l'aéroport vu que tu seras coupable de fausses déclarations et l'intention n'était pas de visiter, mais d'y faire une demande d'asile. Donc, ok. Suite à quelques commentaires que les gens m'ont fait en privé, je voudrais répondre à ceci. Hein. Je dis une fois de plus, lorsque vous arrivez déjà à l'aéroport au Canada,
il y a une différence entre une demande qui est recevable et une demande qui a été acceptée dans le fond. Hein? L'irrecevabilité d'une demande d'asile signifie que vous arrivez à l'aéroport, vous dites « je demande l'asile » et on vous dit que non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas demander l'asile. Ce n'est que de façon exceptionnelle que ça existe, je répète. Il y a des gens qui ont cru que je m'étais trompé. Ce n'est que de façon exceptionnelle. Dans certains cas, si on constate que vous avez déjà demandé l'asile par le passé, ça vous avait été refusé. Si on constate que vous avez fait une première demande d'asile et vous l'avez retirée volontairement, une fois. Si on constate que vous avez connu des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres, votre demande ne sera pas recevable. Ça veut dire qu'on ne va même pas l'accueillir. Parce que recevoir votre demande d'asile signifie prendre la demande et transmettre à la section de la protection des réfugiés. C'est là-bas, à la commission de l'immigration et du statut des réfugiés. C'est là-bas que l'on traite le dossier. Donc, lorsque vous arrivez à l'aéroport, si vous n'êtes pas dans l'un de ces cas-là, parfois aussi vous avez demandé déjà l'asile dans un pays avec qui le Canada a une entente. Il y a certains pays avec qui le Canada a une entente. Si vous avez déjà demandé l'asile dans ce pays, vous ne pouvez plus demander l'asile au Canada. Dans ces cas-là, oui, votre demande n'est plus recevable. C'est seulement dans ces cas. Mais pour quelqu'un d'ordinaire, lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport et que vous faites une demande de protection sur la base de la loi canadienne, votre demande, l'agent qui est à l'aéroport n'a pas d'autre choix que de recevoir votre demande. Et maintenant, plus tard, un juge qu'on appelle les commissaires va décider si elle est fondée en droit et dans les faits, va décider si votre demande a un fondement et vous accordez la protection. Donc, au niveau des aéroports et des points d'entrée, ce n'est pas le lieu où on juge les demandeurs. Ce n'est pas à cet endroit-là que on vous juge pour savoir si vous avez raison, si vous mentez, vous ne mentez pas. Encore moins, on encourage certes pas le mensonge, mais les lois sont très claires. Si vous arrivez à une frontière et que vous avez même vous avez quitté votre pays suite à la fabrication de X, Y, des choses qui ne sont pas forcément claires, s'il est établi plus tard que c'était pour sauver votre vie, votre demande est reçue. Il n'y a pas de problème. Et le juge aura le temps d'analyser votre cas. Merci. Oui, bonsoir. Ok, je vais répondre aux commentaires de Maman Def. Hein? Alors, c'est important de le dire parce que j'aime la transparence et l'honnêteté. Elle demande arrêtez de tarser, je crois, tarser cher à vos clients. C'est vraiment exagéré vos prix alors que vous faites rien de grave. Vous n'avez aucun pouvoir d'avoir une date d'audience sur l'immigration. Ne décidez pas, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi elle fait ça, parce que j'ai l'impression que son message est porté aussi par la haine ou bien alors par la vengeance, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a eu une consultation avec nous, elle a eu un dossier avec nous. Mais je vais quand même le dire à tout le monde. Moi, je suis consultant réglementaire en immigration. Je paye les impôts, je paye les taxes. J'ai étudié pour faire ce que je fais. Exactement comme des avocats, des notaires et toute autre personne. Donc, lorsque vous entrez chez nous, vous signez un contrat. Le contrat, c'est ce qu'on appelle un accord de volonté entre deux personnes. L'accord de volonté, qu'on appelle souvent dans ce cas contrat synalagmatique, ça veut dire que c'est un contrat où chaque partie accepte librement. Ce n'est pas un contrat d'adhésion. En droit, on parle de contrat d'adhésion, non. Vous acceptez librement de me payer une telle somme pour que je fasse tel travail. Vous acceptez avant que le service soit rendu. Vous ne l'acceptez pas et on ne jongle pas. Donc, lorsque vous venez chez moi, lorsque 50 personnes entrent dans mes bureaux, il n'y a que 5 qui restent. Parce qu'il y a plusieurs choses qui conditionnent l'ouverture d'un dossier, y compris le prix. Et lorsque je vous donne des prix, je vous donne des prix qui vont avec mon expérience dans le domaine. Notre code de déontologie nous demande de le faire. Ça veut dire que quelqu'un qui commence la profession aujourd'hui, si je charge 1000 $, il n'a pas le droit de charger 1000 $. Ça, c'est le code de déontologie qui l'oblige. C'est en fonction de son expérience, de ses compétences. Et au-delà de cela, on donne un prix raisonnable en fonction du temps de travail que l'on fera. Et ce prix n'est pas universel. Il faut le savoir. Donc, le prix que je donne
parce que mon bureau est à Saint-Laurent, c'est-à-dire un peu au quartier, à 5 000 $, il y a des personnes qui font la même chose à 15 000 $. Ils ont des bureaux au centre-ville, dans une grosse tour au centre-ville, parce qu'il doit payer son loyer, payer ses employés, et qu'il a une certaine notoriété. Donc, en fonction de la notoriété et du travail qu'on envisage dans un dossier, on peut taxer un prix que certains estiment cher et d'autres estiment que ce n'est pas cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, jamais je n'oblige des personnes à prendre mes services. Parce que tel qu'elle écrit, ça donne l'impression que j'ai arnaqué, que j'arnaque les gens avec les prix. Non. Lorsque vous venez d'ailleurs chez moi, je vous rappelle toujours, parfois pour des demandes d'asile, je rappelle toujours qu'il y a ce qu'on appelle l'aide juridique. Est-ce que vous connaissez l'aide juridique? Oui, si vous ne connaissez pas, je vous explique qu'à l'aide juridique, votre avocat est gratuit. Pour ceux qui aiment le gratuit, ils peuvent aller là-bas, à l'aide juridique. Là-bas, c'est gratuit, avec les conséquences. Je ne sais pas, ils font bien, ils ne font pas bien, mais vous avez le droit d'avoir un avocat de l'aide juridique. Je vous l'explique, parce que je veux vous laisser le choix. Je vous dis toujours que je ne suis pas le seul consultant. Ceux qui insistent pour être chez moi, je peux vous dire, hein, si je pratiquais des cours excessivement bas, mon bureau serait plein. Hein. Ce serait comme un meeting de parti politique chaque matin ici, du MRC ou du RDPC. Hein. Mais avec mon expérience et mes compétences sur le plan juridique, sur le plan social et le reste, je suis un consultant reconnu que les gens recherchent. Et justement, pour ouvrir un dossier chez moi, pour que je travaille dans ton dossier, il faut payer un prix. Et ce n'est pas obligatoire. Et le prix n'est pas exagéré, eu égard à la qualité des services que je rends, au temps que je prends pour mes clients. Donc, Madame A, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on n'a pas de pouvoir pour demander une date d'audience. Est-ce que vous avez écouté quelque part où j'ai dit, c'est moi qui décide de la date d'audience? Ce côté-là, je vais encore vous l'expliquer. Je ne décide pas, mais j'ai une influence, comme tous les autres conseils. Avocats, consultants, ceux qui vont à la commission de l'immigration. Donc, je ne l'ai jamais dit, vous avez toutes mes vidéos là. Hein? Donc, je ne sais pas si madame est simplement, la personne est de mauvaise foi, ou alors elle a juste mal compris. Je vais partir sur le fait qu'elle ait mal compris. Parce que je vous dis, lorsque vous avez un dossier d'asile, par exemple, il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre audience ne peut pas passer rapidement. Première raison, une des raisons, c'est que la commission ne vous appelle pas pour vous donner une date d'audience. Et quand la commission n'appelle pas pour donner une date d'audience, si l'avocat reste tranquille, le consultant reste tranquille, le dossier va rester tranquille au niveau de la commission. Mais lorsque le consultant a le temps, moi, c'est ce que je fais devant mes clients. J'ai des centaines, pour ne pas dire de milliers de personnes qui sont passées, de centaines de personnes passées dans le bureau, ici. Et en votre présence, on peut appeler la commission. En votre présence, on peut envoyer un email à la commission pour demander une date d'audience. On le fait tous les jours et des gens peuvent témoigner. Parce que là, c'est plus transparent. Lorsqu'on appelle pour demander une date d'audience, si le dossier est prêt à être jugé et que toutes les conditions de la commission sont prêtes, on va directement nous demander que monsieur le consultant, êtes-vous donc disponible tel jour et tel autre jour? Et vous allez lui dire oui, je suis disponible. Mais si vous n'avez pas appelé, il ne vous aurait pas appelé en ce temps-ci. Il vous aurait appelé un jour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce jour-là, sûrement pas ce jour-là. Donc, à plusieurs reprises et de façon très régulière, les gens viennent dans mon bureau, ils transfèrent leur dossier, ou alors ce sont mes propres clients. Ils disent, je veux une date d'audience. On appelle la commission de l'immigration parce qu'il n'y a rien de magique. Parfois, vous appelez à Montréal, vous appelez la commission, on vous demande d'écrire. Parfois, vous appelez et en présence du client, on demande son numéro, c'est le MC4, MC2. On dit non, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Parfois, on dit le dossier n'est pas prêt à être traité. L'enquête de sécurité n'est pas encore faite. Parfois, pour 1000 raisons, ils vont dire que on ne peut pas donner de date d'audience maintenant et le client va lui-même écouter. Le client saura. Mais parfois aussi, on appelle pour une date d'audience et on nous dit que oui, le dossier est prêt à être traité. Quelles sont vos disponibilités? Et je donne mes disponibilités. On nous donne une date d'audience dans 2 mois. Mais si je n'avais pas appelé, on n'aurait jamais donné cette date d'audience. J'espère que vous comprenez. Donc, on n'a pas de pouvoir absolu, évidemment. Mais on a un certain pouvoir, on a une certaine possibilité d'accélérer quand c'est possible. Parce que
vous avez 1000 dossiers au bureau. La commission ne va pas vous appeler parce que même lorsque la commission veut fixer les dates d'audience, on fixe avec l'avocat ou le consultant. Ils ne fixent pas au hasard parce qu'ils ne connaissent pas mon calendrier. Donc, ils sont obligés de m'appeler pour me demander qu'on veut fixer les dates d'audience de tel. Est-ce que vous avez des disponibilités? Ils donnent des dates et je dois leur dire si je suis disponible, si je ne le suis pas. Si j'ai des audiences toute l'année ou si je veux faire un voyage au Cameroun ou à Batoufam ou ailleurs, je peux leur dire je ne suis pas disponible ce temps-ci et on va envoyer l'audience très loin. Donc, le rôle du consultant ou de l'avocat dans la prise d'une date d'audience n'est pas négligeable. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui décide, qui prend la décision. Et maintenant, lorsque vous parlez même de prix, madame, arrêtez, vous n'avez pas vu comment je forme. Vous voulez, moi je vous mets au défi, on va aligner 100 personnes qui sont passées chez moi. Hein? En fonction du temps que le consultant veut prendre pour former ses clients, il peut donner un prix. Lorsque je prépare une audience, il n'y a pas de temps de formation. Autant que vous ne comprenez pas, on va recommencer. On peut prendre des jours. Vous pouvez venir aujourd'hui, on se prépare pour l'audience. Si vous avez la tête dure, comme certains l'ont, on donne rendez-vous un autre jour. On peut revenir 10 fois. J'ai des personnes qui peuvent témoigner pour qui on a préparé l'audience 15 fois. À 15 reprises, j'en ai. Alors, chez certaines personnes, ils vous disent qu'avant l'audience, on a 2 heures, on va se préparer pour 2 heures. Parce qu'ils ont pris de l'argent qui ressemble aux 2 heures qu'ils ont pris. Ils travaillent pour 2 heures, ils savent qu'ils n'auront pas de temps à perdre. Ils n'auront pas le temps pour regarder les preuves, pour faire X, Y et Z. Donc, ça dépend. Le prix que l'on donne est fonction de plusieurs facteurs, du travail qu'on va faire, de notre expérience et de tout le reste. Et c'est quelque chose de concerté. Ce n'est pas de l'arnaque. Parce que les gens viennent retirer leur dossier, vous êtes tout aussi libre de retirer votre dossier. Hein? Parfois, vous avez la facilité d'aller donner beaucoup d'argent dans des gros cabinets. Mais est-ce qu'ils font forcément le travail? Je ne dis pas de ne pas y aller. Vous payez 3 fois plus que chez nous. Mais maintenant, lorsque vous venez chez nous, vous dites d'arrêter un peu comme si on a arnaqué. Madame, est-ce que vous connaissez une seule personne qui estime que dans le cadre d'une demande d'asile au Canada, elle a été arnaquée par moi? Ou alors vous voulez que je fasse venir des gens pour qu'ils témoignent? Et je vous remercie. Merci.